Donc voilà, bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle conférence Midi du CRIJAD. Aujourd'hui, on a le gros plaisir d'accueillir Javi Fuentes Bernal qui va nous parler de perspectives décoloniales de l'affirmation des genres. Je vais présenter doucement Javi qui est travailleuse sociale, artiste transdisciplinaire et doctorante en travail social. Et elle explore les intersections entre les expériences travesties, migrantes et autochtones, en mettant l'accent sur les interventions transaffirmatives, intersectionnelles et décoloniales. Sa pratique et sa recherche intègrent également des approches d'intervention basées sur les arts pour soutenir l'affirmation des genres. Et maintenant, Javi, je te cède la parole pour cette conférence. Merci Enrico, merci tout le monde de faire du space dans votre journée pour être là aujourd'hui. Je suis bien content d'être là puis de vous présenter un peu des perspectives décoloniales de l'affirmation des genres, repenser les modèles et pratiques. Ça fait partie de ma démarche de doctorat qui en fait explore l'intersection des réalités trans, travesties, migrantes et autochtones. Il y a des éléments vraiment intéressants que j'ai bien hâte de vous partager en lien avec des concepts fondamentaux de la colonialité des genres, des épistémologies de travestis trans et des apports décoloniaux aux pratiques d'affirmation de genre. J'ai aussi quelques questions plus en lien avec mon projet de doctorat. Vu que c'est un projet qui est en cours, j'aimerais bien avoir le temps en fait de pouvoir échanger avec vous. J'estime que ça va être une présentation assez sommaire, environ 30 minutes, j'espère, et je dépasse toujours. On pourra avoir le temps de parler tantôt. Quelques sources théoriques de cette présentation. En fait, il y a un article qu'on a publié l'année passée avec la clinique MOF que je vous encourage de lire si ça vous intéresse, sur l'accès aux soins des personnes transmigrantes. Il y a un autre article qui va sortir bientôt sur en fait, l'intersection entre les réalités transmigrantes et l'utilisation de substances psychoactives. Et aussi mon expérience personnelle et professionnelle à la clinique MOF, que peut-être si vous ne le connaissez pas, c'est une clinique qui est affiliée à l'Université de Montréal et qui offre des services auprès des personnes LGBTQ+ migrantes. J'ai fait l'accompagnement surtout en tout ce qui est l'affirmation des genres, l'accès aux chirurgies, etc. Tout d'abord, puis je vais pas reprendre des concepts de base, mais j'aimerais en fait aborder la question des parapluies de la diversité des genres en pluriel, non? Toute la question de en fait euh, la diversité des genres que est souvent perçue sous un parapluie trans avec une tendance plus ou moins universaliste et que c'est important de reconnaître d'autres manières comme le genre est configuré et qui échappent à ces parapluies-là, non? J'ai mis avec de l'aide de ChatGPT un petit parapluie à côté sur les genres autochtones et pluriversels. En fait, après de le faire, je me suis dit en fait, l'idée, c'est pas de faire un autre parapluie, c'est vraiment d'avoir cette idée de vraiment plusieurs parapluies, parce que chaque définition, chaque manière de concevoir le monde à partir des expériences autochtones, que ce soit Two Spirits, Kigwa, Muches, etc., c'est vraiment une cosmovision en soi, non? Fait que vraiment de concevoir des parapluies, de multiples parapluies qui élargissent en fait cette notion de la diversité des genres et c'est avec ça que j'aimerais débuter la présentation. Et pour ça, je voulais citer Maria Lugones, qui est une autrice c'est une des premières autrices qui se plonge sur la question de la colonialité du genre. Et je la cite entièrement. Le système colonial moderne de genre est un système de pouvoir, un système hiérarchique qui répartit l'humanité et la déshumanisation à travers la construction du genre et de la race.
des éléments qui sont très liés dans cette construction et que peut-être on aura le temps d'aborder plus dans la discussion, non? La colonialité du pouvoir exige la subjugation des hommes et des femmes colonisés dans un système de genre hiérarchique et dichotomique qui est étranger à de nombreuses sociétés précoloniales. Alors, c'est vraiment cet élément du patriarcat qui est présent dans la société occidentale, qui est hégémonique et qui va en fait avoir cette hiérarchisation des rôles que va rompre en fait avec plusieurs cosmovisions du genre. Et cosmovisions aussi qui vont comprendre et accepter la diversité aussi qui n'est pas binaire, non? Donc, on va parler des identités suprabinaires dont on voit dans les petits parapluies des genres autochtones et pluriversels que je vais aborder plus tard, mais que c'est important de tenir en compte qui vont au-delà d'une question identitaire, d'une question individuelle, non? Il y a aussi des éléments en lien avec des rôles dans la société, des fonctions et l'importance et la reconnaissance qui se faisait au sein de ces communautés autochtones des personnes qui étaient dans cette suprabinarité. Donc, aujourd'hui, je vais aborder les épistémologies travesties. Et peut-être c'est un mot que vous avez déjà entendu. Ça gagne beaucoup de force dans les études trans de manière générale. Et il y a des publications vraiment intéressantes à ETSQ que je vous encourage d'aller voir. Et que en fait va être à la base une revendication d'un insulte, non? Cette travesti, c'est un insulte, comme plusieurs mots utilisés dans les communautés LGBTQ+, et que va faire une réappropriation de cet insulte-là pour se revendiquer comme une diversité de genres qui refuse les parapluies trans. Alors, c'est une affirmation d'une catégorie propre qui refuse aussi le système, en fait, cette narrative propre aux systèmes biomédicaux et qui va aussi refuser l'esthétique associée à la blanchitude. Alors, on va parler aussi des luttes pour des enjeux qui vont au-delà de l'identité, donc des luttes de classe notamment, et des luttes aussi identitaires racisées. Il y a des liens intéressants qui se font avec les héritages autochtones, notamment le shape-shifting, le nahualisme. Dans quelques communautés zapotecas au Mexique se mobilisait ce concept nahual, qui est en fait aussi cette capacité de changer de forme corporelle, mais aussi spirituelle, cette capacité de naviguer dans plusieurs systèmes d'une manière adaptative et qui va avoir dans plusieurs communautés autochtones d'autres noms, mais qui va se référer en fait à cette capacité caméléonesque de changement. Et il existe aussi plus dans la partie épistémologique des horizons affectifs et des processus du savoir à partir du cœur, des expériences de rue, des performances, d'accès en fait à des répertoires sensoriels qui échappent en fait cette conception occidentale du monde et qui va mobiliser des savoirs transgénérationnels et des transformations corporelles également. Il y a une valorisation aussi des réseaux d'entraide et des communautés choisies pour naviguer des systèmes oppressifs et des barrières administratives. Et on parle également des approches informelles de réduction des méfaits, non? Donc, tout ce qui est euh, comme les partages à partir des familles choisies, des communautés travesties sur, par exemple, la médication, sur la manière de se procurer des soins d'affirmation de genre également. Et quand il existe énormément de barrières dans l'accès aux soins.
Euh, Quelque chose qui distingue beaucoup les épistémologies travestis, c'est aussi cette différence nécropolitique avec les réalités trans blanches du Nord. Donc, on va parler en fait de la magnitude, la disproportionnalité de assassinats des personnes trans travesties surtout de là où ce concept est plus mobilisé, c'est l'Amérique latine. Donc, on va parler de 78% des cas observés en fait à peu près en fait, entre 2008 et 2015, 78% des cas d'assassinat, d'actions criminelles contre des personnes trans ont été rapportés dans cette latitude. Et il va voir les composants aussi de racisation, donc toute la question que les personnes autochtones, métisses et noires vont avoir plus de tendance de vivre cette violence. Donc, au Brésil, par exemple, c'était 82% des personnes de cette identité racisée vont vivre de ce type, vont être assassinées. Et il existe également des alliances dans la défense des droits sur la reconnaissance légale, des alliances transnationales qui se font dans plusieurs pays de l'Amérique latine pour avoir, par exemple, entre autres, l'accès à la reconnaissance dans les documents d'identité et aussi à les votes trans, le système électoral, comme être plus inclus et avoir des accompagnements spécifiques aux personnes trans lors des processus électoraux dans des pays comme l'Argentine, au Brésil, en Colombie, etc. Euh, alors, quelque chose comme pour un peu récapituler qui distingue les épistémologies et les mouvements travestis, c'est d'aller en fait, bien qu'il y a cette recherche de reconnaissance légale, il y a vraiment une posture politique beaucoup plus large qui met de l'avant, donc qui va inclure la dépénalisation du travail du sexe, l'inclusion des quotas travestis trans, l'insertion professionnelle, des programmes éducatifs inclusifs des écoles, de l'école, justice pour les morts et contre les trans-travesticides. Donc, ça, c'est vraiment situé au cœur des mouvements. C'est vraiment la dénonciation des violences nécropolitiques, mais aussi la réclamation de la mémoire, d'une mémoire qui n'est pas institutionnelle et qui va en fait honorer les personnes qui ont été victimes de ce phénomène. La reconnaissance de la persécution de l'État et du rôle de l'État dans ces trans-travesticides. L'accès aux soins de santé, tout comme la reconnaissance des communautés de soins comme expertes qui peuvent enrichir le système de santé. Il existe aussi des postures actuelles que le mouvement travesti critique par rapport aux études trans du Nord, qui va faire en fait souvent une romantisation, non, des études travestis ou des mouvements travestis qui vont en fait réduire euh, leur résistance parce qu'ils vont se centrer sur les mouvements travestis comme des idéaux identitaires, non? Quand à la base, ce sont des mouvements qui vont être critiques de l'identité comme manière individuelle aussi. Quelque chose que dans mes lectures de ces épistémologie travestie qui manquait un peu, que je sentais qu'il manquait, c'était en fait la concentration sur les Sud d'un point de vue géographique, puis de ne pas prendre en considération que les Sud existent aussi dans le Nord. Donc, des réalités aussi, qu'il y a des parallèles qui peuvent exister avec des réalités en fait plus trans, migrantes, racisées, trans, migrantes, trans autochtones.
dans le nord, comme les sud peuvent être aussi dans le nord, comme les nord peuvent être aussi dans le sud. Puis dans l'image, si vous vous demandez, c'est Camila Sosa, une écrivaine très bonne, très, très prolifique, qui vous encourage à connaître ses œuvres. Plus elle travaille plus dans la fiction, mais elle est aussi une penseuse travestie vraiment, vraiment pointue. Donc, il existe plusieurs liens entre les études travestis, les études trans of color et autochtones. Que de manière résumée, on va parler de cette critique en fait des modèles biomédicaux comme éléments centraux dans la production de narratives identitaires. Donc, il y a un refus des approches médicalisantes et pathologisantes du genre, mais aussi de la question de la racisation. Euh, Puis, il y a une défiance envers les structures de santé coloniales qui continuent à marginaliser les corps non normatifs. Donc, aussi, comment ces modèles biomédicaux ont exercé la violence de manière historique et coloniale contre les corps qui étaient autres aussi, non? Comme les corps autochtones, les corps noirs, les corps racisés. Et des épistémologies situées et les plurivers du genre. Les plurivers, c'est un concept introduit par Arturo Escobar, un penseur de la décolonisation qui va en fait introduire ce concept pour soulever tous les univers qui se perdent quand on rend des approches universalistes et donc de en fait récupérer ces spécificités. Donc, les plurivers du genre, les travestis vont rentrer dans ces plurivers du genre, tout comme les autres systèmes de genre qui vont avoir cette volonté d'échapper à une proposition plus universaliste d'une certaine manière. Donc, dans les épistémologies situées, on va parler de savoir ancré dans les expériences de vie, des colonisations et des genres dissidents. Euh, Puis, on va voir comment ces expériences de vie vont être en fait capables de produire du savoir théorique. Et je suis vraiment content de voir comment maintenant il y a autant de penseurs, penseuses qui se situent dans ces épistémologies et qui produisent des ouvrages vraiment, vraiment importants pour avancer les études trans de manière générale. Donc, c'est de concevoir aussi que pas parce que c'est cette étude travestie qui va s'occuper seulement des populations travesties, non? C'est aussi comment ces études vont en fait avancer toute une discipline et avancer dans la manière de concevoir le monde, dans la manière de mobiliser ces approches aussi critiques de production de narratives, biomédicales, de production de narratives aussi de rigidité sur certains aspects aussi de l'appartenance. Il y a des éléments vraiment intéressants qui vont se refléter dans ces épistémologies plus situées. La mémoire non institutionnelle et la décolonisation. Donc, cette manière aussi de transmettre l'histoire à travers les corps, à travers les performances, à travers l'histoire orale, qui va faire beaucoup de ponts avec les études autochtones, les réalités autochtones de manière générale. C'est quelque chose qui m'a touché, qui m'a beaucoup aussi intéressé. Euh, Puis aussi dans la manière euh, euh, de reconnaître, non, cette multiplicité et spécificité d'histoire. euh, ben, ça va rentrer dans la question de la mémoire, non? Comment la mémoire euh, va des fois effacer, mettons la mémoire LGBTQ+, va des fois, ben, souvent en fait, malheureusement, effacer les réalités qui sont plus périphériques de cette population, non? Il y a des études intéressantes qui se font aussi ici au Canada sur
la manière que le homonationalisme canadien dans la construction des mémoires efface souvent les réalités autochtones et les réalités Two Spirits. Donc, il y a ces liens-là qui s'est créé, tout comme la pensée critique des frontières actuelles et des modèles néolibéraux, non? Que c'est aussi une des critiques qui est faite par les études Trans of Color, aux études trans, et en fait, les alliances qui se font parfois consciemment ou inconsciemment avec des modèles néolibéraux dans toute la question de conception de l'identité comme élément hyper individualiste. Euh, la praxis politique collective, c'est aussi un élément qui va rentrer dans ces liens-là entre les trois études et qui va en fait euh, favoriser le tissage d'alliances, le tissage des mouvements transnationaux, et des mouvements même hémisphériques. Il y a des groupes de travail hémisphériques qui vont rallier, si on veut, Abya Yala et l'île de la Tortue à partir et à travers de cette travestie qui sont vraiment intéressants, que je vous encourage à vous renseigner. Le Queer America's Working Group, c'est l'un de ces projets, Hemispheric Institute. Donc, c'est une question qui est très active. Malheureusement, c'est souvent, ces groupes-là et ces études-là sont souvent centrées aux États-Unis. Et avec toutes les questions qui passent aujourd'hui, ben, on ne sait pas vers où ça va s'en aller, mais euh, il y a vraiment un élan très, très puissant qui est actif. Et dans la photo, on voit la Daniela, une activiste argentine qui va parler d'identité marron, qui est en fait cette identité brune. Euh, donc, qui va en fait, à partir de vraiment des esthétiques, mais aussi des réaffirmations identitaires racisées, il y a des éléments vraiment intéressants qui vont faire en sorte qu'il y a une récupération aussi des savoirs autochtones. Marron, ça va référer aussi à cette identité autochtone. Et donc, il y a la création aussi des savoirs qui se fait à partir des activismes de rue, mais aussi des performances, comme on va les voir ici, et qui vont être ancrés dans des perspectives travesties du bien-être. Donc, les performances comme production de connaissances, c'est un élément que en fait va parler non seulement de représentation et d'une certaine manière, mettre sur scène une identité, mais, mais vraiment utiliser la présence et la collectivité comme des portails pour aller chercher des répertoires sensoriels plus qu'humains. Donc, il y a des textes très intéressants de Nsaki qu'on voit dans cette affiche d'Apocalypse Sudaka, qui va aborder toute la question de la honte, non? De cette intersection de honte comme produit colonial, comme produit aussi euh, qui va euh, entrecroiser aussi avec toute la question de la transphobie intériorisée, du racisme intériorisé, et que c'est ça, comme avoir accès à des répertoires sensoriels plus qu'humains, ça fait d'une certaine manière trouver une place de médiation entre des spiritualités autres que les occidentales et les réalités qu'on vit. Donc, Campuzano, qu'on voit dans la première image, qui est très connu pour avoir créé le Museo Travesti del Pérou, qui est toute une institution travesti en Amérique latine. Euh, il va aborder ça comme une pratique travestie en soi, et c'est de là où ça vient aussi
toute la question de cette épistémologie travestie, c'est le syncrétisme. Donc, la adoption de la contamination comme un élément producteur de connaissances. Donc, il va aborder principalement la question de le syncrétisme catholique et autochtone du Pérou à travers l'identité travestie comme, comme on le voit ici, la Virgen de las Huacas, de réclamer la Vierge comme un être travesti fondamental, essentiel, qui va en fait tisser des liens entre aussi les héritages andines des guérissons. Donc, il y a des éléments aussi qui se font dans, en fait, la conception de la travestie comme la médiation entre plusieurs mondes et qui va résonner avec des cosmologies autochtones comme Kiwa, qui c'est cette personne, c'est une cosmologie dans les Andes, Quichua et Aymara, qui va en fait faire les liens entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les différents mondes spirituels. J'ai mis aussi une photo de performance que j'ai fait en février passé, parce que moi aussi, je suis une personne d'ascendance autochtone pastos. Euh, Puis pour moi, c'est une manière, à travers de performances, comme je disais tantôt, d'accéder à des éléments sensoriels que difficilement on retrouve dans la vie commune. Et donc, qui vont faire partie de cette conception aussi d'accès au bon vivre, non? Au bien-être, d'une manière plus euh, exactement, comme de concevoir la scène comme des espaces aussi ritualistiques, mais qui vont pas essentialiser ces identités, mais plutôt faire des contaminations entre plusieurs identités. Et c'est à partir de la déstabilisation et de la mouvance qu'on peut aussi générer de nouvelles formes de présence. Donc, dans la perspective travestie du bon vivre, on va parler de l'éthique du soin, donc qui va valoriser la réciprocité, l'interdépendance, les soins collectifs au-delà de l'individualisme occidental et qui va faire des liens, comme je disais tantôt, avec l'épistémologie autochtone andine, et la médiation, comme j'ai parlé tantôt, et aussi les, les spiritualités incarnées, cosmologie vivante. Maintenant, on rentre dans les dieux. Quelle perspective pour l'accompagnement auprès des personnes racisées de la diversité des genres? J'ai dévié un peu avec toute la question de la performance. On peut parler tantôt, mais vraiment, dans une perspective plus d'accompagnement, il y a des questions qui sont vraiment pertinentes à tenir en compte et que moi, je suis encore en train, un processus d'exploration pour mon projet de doctorat. Puis j'ai deux questions à vous poser à la fin, puis ça va m'aider en fait à faire cette part. Donc, il y a la remise en question des paradigmes dominantes. Donc, on parlait tantôt des modèles biomédicaux individualisants comme production de narratives trans. Ça, c'est une critique très, très importante qui s'est faite. Mais aussi de comprendre la santé comme contextuelle et relationnelle, non? Sociale, géographique, mais aussi spirituelle. Il y a la question de justice épistémique, donc la reconnaissance en fait de cet élément de la création de savoir quand on fait partie des populations concernées, et qui va prendre en compte aussi des éléments intersectionnels au-delà de l'identité, et l'inclusion des répertoires sensoriels qui échappent à toute cette conception plus occidentale de la santé et du bien-être. La réduction des méfaits est aussi très importante parce que quand on est dans un contexte où il existe beaucoup de barrières, non, comme
qu'on parle par exemple des personnes migrantes qui vivent avec un statut migratoire précaire. Et, ben, il existe énormément de barrières dans l'accès aux soins, dans l'accès à la médication. Donc, comment mobiliser une approche de réduction de méfaits aussi dans l'automédication? Et ça, c'est quelque chose que ben, j'aborde dans l'article que je vous ai présenté au début, qui va se publier bientôt. Mais en fait, c'est comme, ça vient en fait de mon expérience comme TS, où des personnes transmigrantes arrivent ici au Canada avec, euh, déjà avec des processus hormonaux, euh, puis où la prescription médicale va pas en fait être reconnue ici, puis ils vont devoir attendre des mois avant de pouvoir voir un médecin qui va soit renouveler la prescription, soit faire une nouvelle prescription. Donc, la médication va s'arrêter. Puis tous les effets des caractéristiques sexuelles secondaires qui vont apparaître et qui vont produire des crises en santé mentale très importantes, ben, on ne peut pas arriver avec une lecture de la situation comme il faut que ce soit seulement euh, à travers le système de la santé formel que la personne va résister, hein, parce que c'est en fait des processus nécropolitiques aussi quand la personne n'a pas accès à des soins vitaux comme les soins trans. Donc, c'est aussi de mobiliser ces approches de réduction de méfaits quand il existe un partage d'hormones, quand il existe, tout en facilitant aussi l'accès aux services de santé. Parce que l'une chose n'empêche pas l'autre, et ça, c'est une des critiques que moi, je formule aussi aux études travesties, c'est que parfois, il y a une romantisation aussi de la, de la précarité, de certaine manière, et moi, malheureusement, j'ai aussi vu des effets très néfastes de se procurer des hormones de manière informelle pendant des années, non? Mais c'est des processus des années comme, qui vont avoir des effets sur le corps très, très importants, mais tu sais, comme avec des approches de réduction de méfaits, avec des approches aussi qui existent avec des organismes communautaires qui parlent de cette question de l'automédication. Mais c'est important aussi de considérer cela comme une réalité, surtout si vous êtes dans le milieu de la santé ou si dans le milieu du soutien psychosocial. Euh, Donc, ouais, faire attention aux lectures pathologisantes et moralisatrices qui invisibilisent les réalités socio-économiques et coloniales. Intégrer l'approche intersectionnelle, non? Donc, comment on peut faire aussi pour faciliter l'accès aux personnes qui en ont plus besoin, qui en ont plus de barrières, non? Comme les personnes, par exemple, sans statut migratoire. Et c'est là où on se rend compte que les enjeux que dans le Nord sont plus mettons, prioritaires, comme les coming out, la question de la fierté, mais ça va prendre une autre signification quand il y a d'autres éléments en jeu, non? Donc ça, c'est un des éléments de critique qui fait les études travesties, les études trans du Nord, c'est dans les réalités du Sud, mais il existe énormément de circonstances qui font en sorte que c'est pas ça la priorité. Modèle communautaire et savoir ancré, mieux comprendre les formes d'entraide et la manière que des réseaux communautaires, les familles choisies et la transmission intergénérationnelle favorisent la reconnaissance mutuelle, la réduction des risques, la navigation du système de soins et la résilience collective. Ça, c'est des éléments qui sont importants à tenir en compte. Donc, de manière résumée, parce que je vais passer rapidement aux questions. Euh, Reconnaître l'interconnexion des oppressions et la complexité de leur intériorisation, non? Quand on va parler avec une population, ou que ce soit dans la recherche, mais surtout dans l'intervention, mais en fait dans les deux, euh, il y a une complexité dans l'intériorisation des processus de colonialisme et de la transphobie et du racisme intériorisé qui va faire en sorte que il va y avoir une
question de honte très profonde ou question de méfiance très profonde. Donc, de reconnaître cette interconnexion va favoriser comme décortiquer ces éléments-là et pouvoir favoriser un meilleur lien avec la personne, l'humilité culturelle, comme vraiment valoriser la personne, en fait, la placer comme experte d'une trajectoire qui est unique et pouvoir se centrer et mettre de côté dans la mesure du possible et toujours sachant que sont des gestes aussi qui sont performatifs et qui sont euh, propres à un cadre contextuel. Euh, c'est centré du système de soit des croyances, soit des préjugés, des moralisations sur certains éléments pour pouvoir aller rencontrer la personne où elle est. Des approches pluriverselles du soin que j'ai parlé tantôt qui vont reconnaître en fait tous ces répertoires sensoriels et que ce soit aussi, qui comprennent aussi la manière du nettoyage, par exemple, du corps, de l'esprit, de se protéger de mauvaises intentions. Il existe toute une série aussi des éléments qui sont intéressants à mobiliser quand on parle de personnes qui sont situées dans ces intersections-là et qui mobilise d'autres manières de concevoir euh, les soins et le bien-être. Décoloniser les savoirs et les pratiques professionnelles, gros chapitre, que tout ça, ça va dans le même sens. Et intégrer la révision des faits de manière intégrale dans les soins trans, comme j'ai parlé tantôt avec les éléments plus de l'automédication. Et des pratiques durables du bien-être. Donc, dans la mesure du possible, intégrer des personnes concernées comme des experts, non? Si on est que ce soit dans une recherche, que ce soit dans un système de soins, quel est le rôle des pairs dans là où on travaille, non? S'il n'existe pas, comme ouvrir la réflexion aussi, surtout quand on travaille dans des milieux, par exemple, de migration ou des milieux LGBTQ+, comme quelle est la place des personnes concernées et des personnes concernées qui sont plus dans ces intersections-là, qui vont avoir vraiment toute une expertise qui doit être reconnue et qui va enrichir en fait aussi la manière de soutenir cette population. Dans la recherche également, non? Il existe aussi le processus des chercheurs pairs que je trouve intéressant et que on pourrait en discuter tantôt sur le... Parce qu'il existe aussi des limites, non? Dans l'intégration, il faut pas en fait offrir une position pour une personne qui va être destiné à l'échec d'une certaine manière si la personne n'a pas une supervision, un encadrement fort et vraiment présent, si la personne ne se sent pas incluse, si la personne est là juste pour être fétichisée ou tokenisée, ben, ça va être vraiment de placer la personne dans une position d'échec qui va avoir des répercussions vraiment néfastes sur l'estime de la personne, l'estime de soi-même, sur ses capacités quand en fait c'est une question aussi structurelle. Et je pense que voilà, une petite dernière, bon, c'est important quand on parle, ou quand on travaille dans les milieux, par exemple, trans, LGBTQ+, de pas perdre de vue que les statuts d'immigration au Canada façonnent la réalité d'une personne. Que ce soit dans l'accès aux soins, que ce soit dans l'accès à la reconnaissance juridique, à la reconnaissance légale, et ça va changer énormément la manière que la personne peut s'affirmer. Donc, de vraiment prendre le temps de vous renseigner, c'est quelque chose que je vous encourage à faire. Quels sont les accès aux soins trans que la personne peut avoir, dépendamment du statut, par exemple? Et ce sont des éléments que c'est vraiment important et que souvent sont négligés quand ces institutions plus, mettons, c'est ça, qui sont pas toujours confrontées à ces réalités. Et dans une perspective de justice épistémique aussi, c'est important d'aller intégrer les savoirs qui se fait
dans la littérature grise qu'on appelle, non? Comme dans les guides communautaires, c'est une manière aussi de faire de la justice épistémique, mais surtout, parce que si on dit qu'on le fait pour faire de la justice épistémique, on est en train de répéter en fait des patrons de, de utilisation d'une certaine manière, de juste remplir des cases, cocher des cases. C'est vraiment parce qu'il y a une richesse dans les savoirs d'expérience, dans les savoirs communautaires. d- On parle là dans cette intersection-là, mais de manière générale, et qui est vraiment comme en fait un autre registre d'expérience, non? Qui va enrichir, mais qui est aussi une expertise en soi. Comme c'est pas à travers de la recherche que ce savoir va en fait avoir toute sa richesse, mettons, parce que des fois, c'est aussi comme ça que c'est perçu. Il faut les mettre dans une recherche pour que ce savoir comme devienne important. Non, il est déjà importante, mais vraiment d'avoir cette curiosité, cet intérêt-là, d'aller chercher la manière comme ces connaissances sont produites à travers des guides communautaires. C'est important et s'il y a des profs ici, intégrer ça dans les curriculums, de vraiment essayer, faire des efforts de, d'intégrer ça, surtout quand on aborde des réalités migrantes racisées. Euh, bon, les globalistes dans le Nord, ça, j'ai déjà parlé. Donc, on passe à la période de discussion et des réflexions que j'ai toujours en lien avec mon projet de doctorat. C'est quelles sont les tensions productives et les possibilités expansives de pratiques de cœur travestis en lien avec le travail social et la santé mentale. C'est comment je peux comme approfondir là-dessus d'une manière qui soit respectueuse de ses savoirs, en sachant aussi qu'il existe ces énormes lacunes dans nos disciplines en ce qui concerne les savoirs qui échappent en fait ces parapluies trans. Et donc, il y a ces risques d'institutionnalisation versus besoin de reconnaître les besoins spécifiques de cette population. J'aimerais vous entendre là-dessus ou si vous avez d'autres questions, si vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Ravi. Je vais juste arrêter l'enregistrement.